Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue à la conférence de Mathieu Cassotti qui présentera comment le cerveau génère des idées créatives. Cette conférence est la troisième d'une série de 4 conférences offertes en partenariat avec l'ARN, qui est l'Association pour la recherche en neuroéducation. Je me présente Alexandra Auclair, je serai présentatrice et modératrice pour la rencontre d'aujourd'hui. La séance de ce soir débutera par une courte présentation de notre conférencier, le professeur Cassotti. Suivra la conférence jusqu'à 17h, puis une période de questions de 30 minutes. L'événement se conclura vers 17h30. Permettez-moi donc dès maintenant de vous présenter notre conférencier. Mathieu Cassotti est professeur en psychologie du développement à l'Institut de psychologie de l'Université de Paris et membre junior de l'Institut universitaire de France. Il est également responsable du Dev Master à l'Institut de psychologie de l'Université Paris. Il s'intéresse principalement au fonctionnement cérébral en lien avec la génération d'idées créatives. Il a dirigé des travaux sur le rôle de l'inhibition cognitive et de l'inhibition sociale dans le développement de la créativité. Ces travaux, repris dans de nombreux médias, permettent de mieux comprendre comment le cerveau apprend et crée pour mieux enseigner la créativité. Comprendre le cerveau humain en contexte social et culturel à l'école contribue à cette grande cause du 21e siècle qu'est l'éducation appuyée sur une meilleure compréhension du cerveau humain. Avant de laisser la parole à M. Cassotti, je vous explique brièvement le fonctionnement de la période de questions. Donc, une période de questions de 30 minutes suivra la conférence. Nous vous invitons à poser vos questions dans la section Q et R qui se trouve au bas à droite de votre écran. Je m'occuperai de sélectionner et de poser vos questions suite à la conférence. Étant donné des contraintes de temps, il se peut que votre question ne soit pas répondue. Nous vous remercions d'avance de votre compréhension. Je laisse maintenant la parole au professeur Cassotti. Bonne conférence à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais partager mon écran. Bonjour à tous et à tous. Je suis très content d'être ici pour cette conférence. Je suis très content de le faire. Alors, il n'est pas 17h pour nous, il est 22h. Donc, si j'ai quelques faiblesses, c'est certainement lié à la fatigue. Mais je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu les travaux de recherche qu'on a développés au laboratoire, au LabCD, laboratoire dans lequel j'appartiens, sur la question de la créativité et de la génération d'idées. Et comme je sais qu'un bon nombre d'entre vous sont intéressés aussi par des éléments concrets, je vais vous montrer à la fois comment on peut dialoguer entre, d'un côté, la recherche fondamentale en psychologie et en neurosciences, et comment on peut faire aussi discuter des travaux, nos travaux et la pertinence de nos travaux avec des enseignants à l'école. Parce que, en réalité, la base de ce travail-là, ça a été une question autour de ce qui se passe à l'école. Alors, je vais commencer par la fin un petit peu, mais je vais commencer par ce qui nous a intéressé. Et ce qui m'a intéressé quand j'ai commencé à me poser des questions sur la créativité, c'est que j'ai des enseignants en fait, qui nous ont posé des questions et qui nous ont dit on a des enfants en fait, qui sont en primaire, donc qui ont 10-12 ans, et on leur demande en fait de générer des rédactions créatives, c'est-à-dire qu'on leur demande d'écrire et d'être créatifs. Et dès lors qu'on leur demande ça, généralement, c'est n'importe quoi, ils n'y arrivent pas du tout. Et un des exemples qu'ils utilisent le plus, c'est qu'on leur raconte le conte du petit chaperon rouge et on leur demande en fait de trouver quelque chose de nouveau, de moderniser en fait le conte du petit chaperon rouge. Et là, typiquement, c'est vraiment l'angoisse de la page blanche. Les enfants, quand on leur demande d'être créatifs, ils ne s'en sortent pas. Alors, ce que font généralement nos enseignants, parce que c'est ce qui marche en maths, c'est ce qui marche un petit peu partout, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur donnent des exemples de solutions. Donc, ils leur disent, mais par exemple, tu pourrais faire un chaperon vert. Bon, là, tous les enfants, en fait, déclinent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et alors qu'on leur demande d'être créatifs, de créer des choses différentes, en fait, ils vont reprendre l'exemple et ils vont faire un chaperon violet, un chaperon jaune, etc., etc. Et à la fin, la créativité des productions, ce n'est pas du tout ce que les enseignants cherchaient. Et donc, quand ils sont venus avec cette question-là, tout de suite, ça a fait écho à un certain nombre de travaux en fait, qu'on a pu faire, nous, dans un laboratoire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à initier le dialogue de ce que je vous présenterai à la fin de ma présentation sur ce qu'on peut faire un petit peu en classe et comment on peut tester des pédagogies avec les enseignants pour essayer de faire en sorte que les enfants puissent être outillés pour pouvoir travailler avec la créativité.
Nous, on considère que la créativité, c'est pas quelque chose, je nais créatif, et puis sinon c'est terminé. La créativité, c'est quelque chose qui s'apprend et que si on veut faire en sorte, alors c'est vraiment dans une démarche, un peu vygotskienne, si on veut faire en sorte que les enfants puissent produire quelque chose de créatif, bah, il faut qu'on soit en mesure de leur donner les outils cognitifs qui leur permettent justement d'être créatifs. Et donc cette transmission des outils cognitifs, il faut qu'à l'école, on ait des mesures spécifiques pour pouvoir justement, développer chez eux la créativité. Alors, quand on parle de créativité, généralement, on a tendance à penser tout de suite à un certain nombre de personnages célèbres qui nous viennent à l'esprit. Alors, il y a Freddie Mercury, mais bien évidemment, Steve Jobs fait partie des gens qui viennent à chaque fois à l'esprit. Nous, en psychologie de la créativité, on s'est mis d'accord sur une définition. Alors, cette définition, elle n'est pas parfaite. Elle est dite consensuelle. C'est une définition qui nous permet en fait de s'affranchir de la nécessité de passer des années et des années à discuter de ce que peut être la créativité. Et cette définition, vous l'avez sous les yeux, en fait, c'est que c'est la capacité à générer des choses qui soient à la fois nouvelles. Donc, on va chercher quelque chose de différent, on va chercher quelque chose de nouveau qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais comme on ne veut pas quelque chose qui soit complètement décorrélé, qui n'ait aucun sens, aucune signification, on va lui rajouter quelque chose qui va être le mot approprié ou adapté au contexte ou utilisable. Et c'est un petit peu à chaque fois. Donc, on est tous d'accord sur le nouveau, et il va y avoir un peu plus de débat sur ce qu'on va entendre par approprié et adapté au contexte. Parce qu'on sait bien qu'une idée, on peut très bien avoir un problème à résoudre. L'idée qu'on va produire n'est pas forcément adaptée au problème qu'on va résoudre, mais elle peut être créative par ailleurs. Donc, il y a encore du débat sur cette définition de la créativité, mais on va se centrer au moins sur cette partie ou comment je peux faire pour générer quelque chose de différent, de nouveau. Si on reprend l'exemple que je vous ai donné sur le petit chapeau en rouge, ça va être quelque chose qui ne va pas être classique au sein de la classe, qui va changer un petit peu, qui va briser un certain nombre de règles du petit chaperon rouge. Alors, bien sûr, on n'est pas tous des Steve Jobs, on n'est pas tous des Freddie Mercury, on n'est pas tous des personnes reconnues pour leur créativité. Et de l'autre côté, va y avoir certes des experts en créativité et des personnes qui sont capables quand même d'être créatifs au quotidien. Il y a tout un modèle qui explique que ces différents types de créativité. Ce modèle, il apporte pas grand-chose. Alors, je suis enregistré, il faut que je fasse attention à ce que je raconte, mais je pense qu'il apporte pas grand-chose de débat. Pourquoi? Parce que la psychologie cognitive, elle va considérer qu'on soit Steve Jobs ou qu'on soit Mathieu Cassotti à son bureau actuellement, si on veut être créatif, les processus cognitifs qu'on va devoir mobiliser vont être exactement les mêmes. C'est-à-dire que pour pouvoir être créatif, qu'on soit Steve Jobs ou qu'on soit Freddie Mercury, il va falloir qu'on mobilise les mêmes processus cognitifs. On a le même cerveau, en tout cas on a un cerveau qui fonctionne avec le même type de processus. Ils sont peut-être meilleurs que les autres. Il y a des différences interindividuelles. Il y a aussi beaucoup de différences intra-individuelles. On ne va pas les nier. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est quels sont les processus, comprendre le mécanisme pour pouvoir derrière aller agir sur les processus qui semblent clés. Alors, ça paraît un peu réducteur, hein, cette approche cognitive de la créativité, parce que mes collègues différentialistes vous diraient que la créativité, ce n'est pas juste un élément cognitif, il y a bien évidemment des éléments contextuels, et je vous présenterai comment le contexte social peut influencer les performances créatives des élèves. Mais donc, il y a ce contexte social, il y a aussi des éléments émotionnels, il y a des opportunités, il y a tout un tas de choses, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans le cerveau des élèves aussi au niveau cognitif et comment on va pouvoir créer quelque chose à partir des connaissances qui sont les nôtres et qui sont ce qu'elles sont. Donc, je vais vous expliquer un petit peu davantage cette approche cognitive parce que c'est celle qu'on a choisie et c'est celle qui a mobilisé tous nos efforts sur ces travaux de recherche. Alors, on parle beaucoup de pensées divergentes ou de pensées convergentes lorsqu'on parle de créativité comme étant les deux processus clés qui permettent d'être créatif. Alors, on parle beaucoup plus de pensées divergentes. C'est quoi? C'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on fait habituellement à l'école. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point de départ unique et on va essayer de trouver le plus de solutions possibles pour résoudre ce problème. C'est vrai que l'habitude, ce qu'on fait généralement à l'école, c'est plutôt le deuxième type de pensée qui va être, on donne le problème et on veut trouver la solution au problème. Parce qu'il existe une solution. Quand vous êtes en maths, si je vous demande de faire 10 plus 10, je ne vous demande pas de diverger sur les possibilités de réponse, je vous demande de trouver la bonne réponse. Donc, on va beaucoup travailler cette pensée convergente. On va pouvoir trouver
dans cette capacité à trouver la solution unique des éléments de créativité, alors pas sur le 10+10, mais sur d'autres éléments de résolution de problèmes. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent être créatifs. Mais ce qui va intéresser le plus les chercheurs actuellement, hein, si vous prenez les aspects cognitifs de la créativité, et ce n'est pas nouveau, hein, puisque ça date des années 50, ça va être la capacité à diverger. Donc, on part d'un point de départ unique et j'essaie de trouver le plus de solutions différentes, originales, créatives possibles pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et ce qui est intéressant dans cette idée, dans cette modélisation en fait, de la créativité, c'est qu'on va considérer que plus on va proposer de solutions, plus on augmente en fait nos chances d'avoir quelque chose de créatif. Donc c'est vraiment, en termes de probabilité, plus je vais diverger, plus je vais aller loin, plus j'augmente ma possibilité d'être créatif. C'est extrêmement limité, hein, c'est déterminé en fait par les modèles qui sont dominants actuellement. On pourra en discuter si c'est des questions qui vous intéressent, mais du coup, on va chercher pas à trouver une solution, mais à proposer un éventail de solutions et à explorer différentes pistes. Et un des travaux qu'on va essayer de faire avec les enfants et les adolescents, ça va être justement de leur donner des outils pour pouvoir générer et briser un certain nombre de règles, pour pouvoir faire en sorte d'explorer le plus possible. Et une fois qu'ils auront réussi à explorer, on va leur apprendre à choisir des solutions, à pouvoir combiner des solutions ensemble. Donc ça, c'est l'approche très psychologique qui a été beaucoup travaillée par la psychologie différentielle, donc qui s'intéresse aux différences entre les individus. Nous, je vais vous montrer quelques règles générales, en fait, quelques fonctionnements généraux de notre système cognitif qui fait que pour pouvoir générer quelque chose d'original et de nouveau, ce n'est pas si simple que ça. C'est peut-être pas pour rien que c'est réservé, enfin que c'est réservé, que certaines personnes font preuve de créativité et d'autres on le voit moins. C'est certainement parce qu'il existe des blocages cognitifs. On va voir aussi des blocages sociaux qui nous empêchent en fait de pouvoir être créatifs. Et ça, je reviens même je veux dire, à l'histoire de la psychologie, puisque c'est des travaux issus de la Gestalt dès 1945 de Dunker, qui est d'une richesse incroyable. Je vous recommande vraiment d'aller le lire. Personne ne le lit jamais. Tout le monde va vous dire ce que je vous dis là, mais personne ne va jamais lire les 70 pages de son article, alors que c'est extrêmement brillant. Lui, en fait, il va montrer que lorsqu'on doit résoudre un problème, on a tendance à être fixé sur la fonction classique des objets. Donc, je vous présente la tâche. Elle est vraiment toute simple. Vous avez une table comme ça, vous avez un plan vertical, donc un mur qui est en liège sur lequel on va pouvoir mettre les punaises, par exemple, si vous le souhaitez. On vous donne une bougie, une boîte de punaises et des allumettes. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte d'accrocher en fait la bougie à hauteur des yeux, de manière à ce que lorsqu'on va allumer la bougie, la cire ne tombe pas sur la table. Lorsque vous donnez en fait le problème dans cette configuration-là, les gens galèrent. C'est extrêmement compliqué. Alors, ils vont essayer de plein de choses tout de suite. Ils vont essayer des configurations subtiles, mettre la bougie, faire tout. Ça ne marche pas, ça ne tient pas, c'est extrêmement compliqué. Par contre, quand vous mettez les gens dans cette situation-là, ils s'en sortent très bien. Alors, vous allez me dire quelle est la différence? La différence, elle est toute simple. C'est que ici, la boîte, on l'a amorcé, sa fonction habituelle, sa fonction classique qui va être de contenir les punaises, c'est la boîte de punaises. Alors que ici, en fait, on a mis les punaises qu'on a vidées de la boîte. Donc, on a la boîte et les punaises. Et quand on est dans cette configuration avec la boîte et les punaises, la boîte, on n'a pas amorcé cette fonction classique, donc on considère qu'on va pouvoir l'utiliser. Et comme la solution la plus efficace, c'est d'utiliser la boîte et de l'utiliser dans une fonction inhabituelle qui va être de l'utiliser comme une plateforme, eh ben, dans cette situation-là, c'est beaucoup plus simple d'atteindre cette solution que dans la situation où j'ai amorcé la fonction classique. Les gens, en fait, ne vident pas les punaises. Ils vont utiliser les punaises, mais ils considèrent, c'est comme s'ils ne voyaient pas la boîte. La boîte, elle est là juste, en fait, pour contenir les punaises. Et donc, ce n'est pas étonnant que Dunker, en fait, montre que lorsqu'on va amorcer la fonction classique de la boîte, on est très peu de participants qui résolvent la tâche, alors que ce n'est pas le cas lorsqu'on ne va pas amorcer cette fonction usuelle. Et nous, j'aurais pu vous montrer des vidéos. En fait, on l'a refait chez des enfants, tout ça. Et chez des adolescents, on voit bien toute la difficulté qu'ils vont avoir à résister à ce phénomène de fixation fonctionnelle dans cette situation-là, alors qu'ici, ils n'ont aucun souci pour atteindre la solution optimale. Donc là, on n'est pas encore dans une situation où on va devoir diverger. Là, on est dans une situation de convergence, mais qui provoque un biais cognitif. Et on va voir que ce biais cognitif de fixation fonctionnelle, en fait, il est beaucoup plus large. Et ce phénomène de fixation est bloqué soit sur la fonction usuelle des objets, soit sur une
catégories de solutions potentielles, vous allez voir que c'est quelque chose qui existe aussi dans la pensée divergente et qui est extrêmement fort comme biais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question de ce qui se passe chez les enfants. Et les enfants, en fait, et c'est tout ce qui va. Vous avez déjà eu une intervention de Grégoire Bord, vous avez déjà eu une intervention, enfin, il y a déjà eu des interventions dans ce cycle sur cette question-là, même si vous n'avez pas tous été présents à ces interventions. Je vais vous montrer que le développement de l'enfant, et on va se mettre d'accord là-dessus, le développement de l'enfant n'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas les petits sont capables de résoudre des problèmes, les plus grands sont capables de résoudre des problèmes encore plus complexes et de façon continue jusqu'à l'âge adulte, où l'adulte serait bien meilleur que les plus jeunes pour pouvoir résoudre des problèmes. En réalité, et c'est vrai dans tous les domaines de la cognition, le développement, c'est quelque chose de beaucoup plus biscornu. Et vous allez avoir des situations où les enfants vont réussir là où les adultes vont échouer. Des enfants jeunes vont réussir là où des enfants plus âgés ne réussissent pas. Et donc, vous avez quelque chose de beaucoup plus biscornu et de beaucoup moins linéaire. Donc, abandonnons l'idée du développement linéaire et focalisons-nous sur ce qui se passe sur cette question de la capacité à résoudre des problèmes et à résister à ces biais. Et c'est des travaux de Germain et collaborateurs dans les années 2000 qui ont été assez intéressants sur ce sujet, puisqu'ils vont reprendre exactement le même type de tâche que la tâche de la tâche de Dunker, sauf qu'ils ne vont pas leur donner de bougie. Et en fait, c'est une tâche toute simple. Vous avez une étagère sur laquelle il y a une poupée et vous avez une table. Et il faut faire en sorte de construire en fait un escalier qui permette à deux personnages de pouvoir se rencontrer. On vous donne du matériel. Ce matériel, c'est des petits cubes en polystyrène et une boîte. Et deux possibilités. Soit les cubes sont dans la boîte, c'est ici, et donc on a amorcé la fonction usuelle de la boîte qui est de contenir les cubes, et du coup on n'utilise pas la boîte comme pour résoudre le problème, soit les cubes sont en dehors de la boîte, et c'est ce que vous avez ici. Donc là, on considère que la boîte est un des objets qu'on peut utiliser parmi d'autres. Les résultats, ils sont extrêmement intéressants. Là, comme la tâche est relativement facile, en fait, on ne va pas regarder en fait, s'ils réussissent ou s'ils ne réussissent pas, on va regarder le temps moyen qu'il leur faut pour pouvoir réussir cette tâche. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez les enfants de 6 ans avec amorce, c'est-à-dire lorsqu'on a amorcé la fonction usuelle de la boîte, on verra qu'ils vont mettre plus de temps, c'est plus compliqué pour eux que lorsqu'il n'y a pas d'amorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 6 ans, les enfants sont fixés. Ils sont fixés sur la fonction usuelle de l'objet. On va amorcer cette fonction usuelle, on va les fixer. Mais à 5 ans, donc les enfants qui sont plus jeunes, ceux juste avant, les enfants plus jeunes, eux, ne sont pas fixés sur la fonction usuelle des objets. Et vous voyez bien, ils sont en bleu, ils mettent autant de temps que vous ayez amorcé ou pas amorcé la fonction usuelle de l'objet. Ils vont résoudre le problème aussi bien que les enfants de 6 ans, et même mieux que les enfants de 6 ans, lorsque on est dans cette situation avec amorce. C'est-à-dire qu'ils vont plus vite pour atteindre la solution. Alors là, on a vraiment quelque chose d'assez paradoxal, hein, si vous considérez que le développement de la résolution de problèmes ou de la créativité, c'est quelque chose de linéaire, ça ne marche pas. Là, on a quelque chose où des enfants de 5 ans sont meilleurs que des enfants de 6 ans dans une tâche de résolution de problème. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des capacités à résister à ce phénomène de fixation? Ça, c'est peu probable. En fait, les capacités de résistance, les capacités d'inhibition, ce genre de choses, les fonctions exécutives se développent de façon assez linéaire. Ce qui se passe ici, en fait, c'est que c'est pas qu'ils sont meilleurs pour résister au piège, c'est qu'ils ne tombent pas dans le piège. Et qu'en en fait, ils n'ont pas la même flexibilité par rapport en fait, à l'utilisation des objets. Pour les enfants de 5 ans, et on le voit bien dans le jeu en particulier, les enfants de 5 ans peuvent utiliser les objets de différentes façons et donc ne sont pas fixés de la même manière. Donc, ce n'est pas qu'ils sont meilleurs pour résister au piège, c'est juste que le piège, ce n'est pas encore complètement développé chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui sont en train de montrer que ce qui se passe chez les enfants de 5 ans se passe aussi en fait chez les enfants des favelas au Brésil, qui eux sont habitués en fait à faire du recyclage, à utiliser des objets dans différents contextes, etc. Et donc on se rend compte qu'ils ont moins de fixation fonctionnelle que les enfants qui viennent d'ailleurs. Donc il y a vraiment quelque chose autour de l'apprentissage va construire ce phénomène de fixation. Ça peut être un avantage pour résoudre des solutions pour résoudre des tâches classiques, parce que ça nous permet d'avoir accès directement aux fonctions des objets. Mais dans certains cas, et c'est le cas ici pour les psychologues qui ont conçu ces tâches-là, c'est un inconvénient, c'est un blocage, c'est une difficulté à surmonter. Et vous voyez que d'un point de vue développemental, les enfants peuvent être meilleurs que les enfants plus âgés, les enfants les plus jeunes. Alors attention,
Je ne veux pas dire que l'école tue la créativité et que vous êtes créatif quand vous êtes enfant et que vous ne l'êtes plus du tout derrière. Vous allez voir que le problème est beaucoup plus complexe que ça et qu'il ne faut pas forcément croire toutes les vidéos qu'on voit sur TEDx. Pour vous illustrer un petit peu ce que pourrait être cette question de la fixation en fait dans des situations dans des situations où il faut générer des idées, j'ai choisi de vous proposer ce petit problème-là. On vous demande de concevoir une chaise de camping qui soit à la fois légère et bon marché automatiquement parce que vous avez peut-être déjà été au camping, parce que vous en avez déjà vu, parce que vous avez été dans des boutiques, vous avez déjà en fait des chaises qui vous viennent à l'esprit. En tout cas, vous avez déjà un modèle, une représentation de ce que c'est qu'une chaise. Vous savez tout ce que c'est qu'une chaise. Ça doit avoir des pieds, normalement c'est un dossier, sinon c'est un peu un tabouret. Donc on est déjà dans une expansion en fait du concept. Donc ça a des caractéristiques, ça a ce qu'on appelle des attributs fondamentaux qui vous permettent de dire c'est une catégorie, ceci est une chaise. Si vous cherchez à être créatif et à créer quelque chose de vraiment différent, qui va briser, qui va être en rupture par rapport à ce que vous connaissez, bien sûr, vous pouvez créer des chaises de camping avec 2 pieds, avec un pied, mais vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que dans la créativité, on ne va pas chercher forcément la meilleure solution, la meilleure réponse, on va chercher quelque chose qui va changer notre point de vue sur l'objet lui-même, qui va nous conduire à reconsidérer ce qu'est l'objet lui-même. Et donc, une des possibilités, je ne dis pas que c'est on va essayer de dépasser un petit peu cette fixation de la chaise et par exemple, ceci est une chaise. Alors je sais que généralement, là, vous ne pouvez pas réagir en vrai, mais généralement quand je montre ça et que je dis ceci est une chaise, j'ai tout le monde qui me dit mais non, c'est pas une chaise, ça n'a rien à voir. Cette proposition-là, en fait, elle part du principe que bien sûr que vous pouvez mettre un pied, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre trois, mais vous pouvez ne pas en voir. Pourquoi vous ne vous asseyez pas par terre? Moi, je le sais pourquoi je ne m'assois pas par terre, parce que j'ai aucune souplesse et que dès lors que je suis assis par terre, j'ai mal au dos, c'est extrêmement inconfortable et je ne tiens pas. Et ça, c'est la solution qui vous permet justement, et je ne touche pas un centime de ce qu'ils ont produit, c'est ce qui vous permet en fait de vous asseoir par terre sans difficulté en étant maintenu. Donc vous voyez un petit peu, on est parti d'une chaise, on s'est posé la question même de savoir pourquoi on ne s'asseyait pas par terre, et donc on est parti très très loin, même plus loin que le problème lui-même en fait. C'est-à-dire que ce qui est rigolo avec la créativité, c'est que vous n'allez pas vous contenter juste de résoudre le problème, vous pouvez même jouer avec le problème et revoir le problème lui-même. Donc je sais que ça fait très très mal, mais je sais qu'il y a d'autres, il y a d'autres situations. Si vous voulez, si vous prenez votre téléphone n'est plus un téléphone. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas au Québec comment c'est, mais nous on parle, enfin nous on parle de téléphone intelligent ou de smartphone, c'est-à-dire que on a été tellement loin en fait en changeant ce qui fait qu'un téléphone est un téléphone, c'est-à-dire juste pour téléphoner. C'est-à-dire qu'il y a même des versions de l'iPhone où ça marche tellement mal de téléphoner qu'on comprend même plus si c'est encore un téléphone, qu'il a fallu qu'on trouve un autre nom. Bah là, c'est exactement le même principe. Si vous voulez, vous avez une chaise et on a été tellement loin en cassant en fait ce qui fait d'une chaise qu'il va falloir qu'on trouve un autre nom et qu'on le change, le nom, mais c'est aussi ça la créativité. Donc c'est une forme de proposition originale, c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut vraiment revoir le problème lui-même. Et j'aurai plein d'autres exemples, si vous le souhaitez, qu'on pourrait discuter derrière. Les travaux qu'on a menés avec Marine Agoguet et qu'elle a mené, elle, de son côté dans sa thèse, montrent vraiment que on peut aussi, dans des situations industrielles, provoquer de vraies ruptures sur la façon de percevoir les choses. Donc, tout l'enjeu, en fait, pour nous, ça va être de caractériser ces effets de fixation et de les dépasser. On est bloqué sur notre vision classique des choses. Comment on fait pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir aller explorer des choses nouvelles? Pour certains, ce n'est pas intéressant, cette chose-là. Il faudra explorer d'autres choses. Quand vous êtes dans le métro parisien et que vous êtes en situation de grève, je vous assure que ça, c'est plutôt pas mal. Alors, comment faire pour expérimenter dans une situation avec des enfants et comment pouvoir démontrer? Parce que c'est aussi ce qu'on fait en psychologie, c'est essayer d'apporter des arguments expérimentaux en faveur ou à l'encontre d'une hypothèse. Je vous montrerai comment on peut tester des hypothèses précises. Il nous fallait une tâche. Alors, des tâches de créativité, il y en a plein. Celle-ci, en fait, on l'a choisie assez rapidement parce qu'elle a plusieurs caractéristiques. Donc, de prendre un œuf de poule, de le lâcher d'une hauteur de 10 mètres et d'essayer de trouver le plus de solutions possibles pour faire en sorte que cet œuf de poule ne casse pas. Nous, il est hyper intéressant pour deux raisons. D'une part, parce que ce n'est pas juste une tâche de pensée divergente. Ce n'est pas juste je vais essayer de diverger. C'est une tâche de pensée divergente dans laquelle je vais devoir résoudre un problème. Donc, ça nous paraissait intéressant qu'il y ait cette composante de résolution de problème. On ne fait pas de la créativité juste pour diverger. On fait de la créativité pour diverger dans le but de résoudre un problème.
Et d'autre part, là où elle était intéressante pour nous, c'est qu'elle permettait en fait de générer des solutions assez rapidement qui nous viennent à l'esprit. Il y en a tout de suite qui nous viennent à l'esprit. Et je pense que si vous n'avez jamais vu cette tâche, il y en a tout de suite qui vous viennent à l'esprit. Alors, généralement, elles sont de trois types, hein, celles qui nous viennent à l'esprit. Il y a d'une part celle qui consiste à amortir la chute. Donc là, alors là, les enfants sont, c'est-à-dire mettre des solutions comme des matelas, des piscines, tout ce qui permet d'amortir la chute. Donc, on va faire chuter l'œuf et on l'amortit. Il y a toutes les solutions qui consistent à protéger l'œuf. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on fait tout le temps, hein. Elles ne viennent pas de nulle part, ces solutions. Donc, il y a tout ce qui est papier à bulles, tout ce qui est papier, carton, tout ce que vous voulez pour protéger l'œuf. Et il y a d'autres solutions qui consistent à ralentir la chute. Alors là, on va utiliser plutôt des parachutes, plutôt des montgolfières, plutôt des plantes parfois, de temps en temps, ce genre de choses qui permettent de ralentir la chute. Ces trois types de solutions, en fait, ça correspond à entre 80 et 90% des solutions qui vont nous être données. Et qu'on demande à des collégiens ou qu'on demande à des ingénieurs de Polytechnique ou de l'École des mines de Paris, de très grandes écoles, des gens brillants, etc., à chaque fois, on se retrouve quasiment avec la même chose, 80-90% de solutions qui consistent effectivement soit à amortir, soit protéger, soit à ralentir la chute. Alors vous allez me dire, c'est des solutions qui sont efficaces. D'ailleurs, elles ne viennent pas de n'importe où. C'est-à-dire que vous n'avez jamais dans votre vie, a priori, à moins que vous ayez travaillé dessus, vous n'avez jamais pris un œuf de poule que vous avez lâché d'une hauteur d'une mètre, ça, vous ne l'avez pas fait. Par contre, dans votre vie, vous êtes déjà arrivé à avoir quelque chose de fragile, donc vous connaissez un petit peu l'œuf, vous avez une idée de sa fragilité, vous savez ce que c'est que quelque chose de fragile, et surtout, vous savez comment on peut faire en sorte que quelque chose de fragile ne casse pas. Donc oui, on va essayer de l'amortir, on va essayer de le ralentir. Si la personne fragile, c'est vous, vous allez utiliser un parachute. Vous voyez, vous avez déjà des connaissances. Et c'est ces connaissances-là, en fait, qui vont faire que vous allez être bloqué sur une catégorie de solutions sans être capable, ou en tout cas avoir beaucoup de difficultés de vous en extraire. Et comme en plus, ces solutions, elles sont efficaces, bah, vous avez tendance vraiment à les avoir surapprises et à les utiliser dans ce genre de dispositif. Sauf que ce qu'on vous demande ici, c'est pas de donner les solutions les plus classiques, c'est pas d'être classique, c'est d'être différent de l'autre. Donc, comment vous faites pour pouvoir vous extraire de ces solutions-là pour proposer des choses différentes? Avec Marine Agoguet, qui est maintenant à HEC Montréal, donc qui est chez vous, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de cartographier à la fois ce phénomène de fixation et on a essayé d'explorer et de faire un mapping en fait, des solutions qui étaient atteignables dans cette tâche-là. Donc, on a utilisé en fait les modèles de la conception innovante pour pouvoir essayer de modéliser un petit peu plus finement ce qu'on pouvait explorer. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les gens étaient bloqués sur des voies alors qu'il y avait d'autres voies d'exploration possibles. Par exemple, vous utilisez un dispositif inerte, on peut aussi utiliser des dispositifs vivants. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des plantes, au niveau des oiseaux, etc. Qu'est-ce qui nous permet d'aller explorer quelque chose? C'est pour ça qu'on vous a mis l'aigle qui va chercher l'œuf au vol. On est d'accord, je sais qu'il y en a toujours qui me disent non, mais si tu fais ça, l'aigle, il va casser l'œuf, etc. Oui, mais on peut combiner des solutions, peut-être le protéger, prendre un oiseau. Comme en plus tout ça ne vient pas de nulle part, ce n'est pas nous qui avons créé cette tâche-là, elle vient d'un challenge d'école d'ingénieurs à l'époque qui mesurait à la fois l'efficacité de la solution, mais aussi son originalité et sa créativité. Je peux vous assurer que c'est plutôt chic de faire attraper l'œuf au vol et de le faire déposer au pied du jury. Mais il y a d'autres solutions en fait, qui ne sont pas du tout explorées. Là, on est dans une tâche de génération, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a d'autres choses qui ne sont pas explorées, notamment de modifier les propriétés naturelles de l'œuf. Alors, on a de temps en temps, on pourrait le cuire, ça ne marche pas très bien, mais moi j'ai eu un œuf congelé dans mon congélateur pendant très longtemps parce que j'ai exploré cette solution-là. Il y a des solutions qui consistent à utiliser du vinaigre ou toute autre solution pour pouvoir changer les propriétés naturelles. Ça fait partie des solutions qui sont très peu utilisées. Il y a d'autres possibilités d'utiliser les propriétés naturelles de l'œuf. C'est-à-dire que l'œuf, en fait, est fragile, mais si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez jamais essayé, je vous invite à le faire chez vous, pas pendant la conférence, parce que vous risquez d'en être partout si ça foire, mais si, franchement, vous pouvez prendre un œuf, vous le prenez sur sa partie ovale, faites attention, il faut le prendre dans le bon sens, essayez de le casser avec vos doigts, vous n'y arriverez pas. Et on peut mettre des voitures entières dessus. Jamais personne, en tout cas très peu de personnes nous proposent d'utiliser ce genre de solution ou modifier les propriétés de l'environnement, le jeter ailleurs, et avec des petites choses assez rigolotes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on en a qui vont très loin dans le fait de briser les règles. Lui, si vous me dites lâcher d'une hauteur de 10 mètres, et ben moi je le lâche de 11 mètres. Ce qui fait qu'il va pouvoir courir les 10 mètres et qu'il ne va pas se casser. Vous voyez, donc il y a des petites solutions comme ça qui sont jouées. Alors tout le monde me dit oui, c'est tricher, ben, c'est ça la créativité.
La créativité, c'est tricher, c'est remettre en cause la règle et c'est briser des éléments classiques de la règle justement pour pouvoir aller explorer des choses. Je pense que si je prenais la peinture ou la musique, il y a plein d'exemples qui vous montreraient comment justement on prend une règle, on la brise et ça permet de déboucher sur quelque chose de nouveau. Nous, cette tâche-là, elle nous permet de voir comment on est capable de rester ou pas fixé et comment on est capable de sortir de cette fixation et quels sont les leviers sur lesquels on va pouvoir agir pour pouvoir faire sortir les gens de la fixation. Donc, on a ces 3 heuristiques de conception. C'est vraiment une façon rapide qui est basée sur l'expérience qui nous conduisent à proposer des types de solutions qui ne sont pas du tout originales. C'est-à-dire qu'on essaye d'être créatif. Parfois, certains pensent qu'ils le sont. Et pour autant, ils n'arrivent pas à sortir de ces catégories classiques. Je vous dis, ça fait mal quand même quand vous comparez des gens qui sont dans des grandes écoles d'ingénieurs à des enfants qui sont au collège et de se rendre compte en fait que des enfants de 12 ans vont être aussi bons en fait que des ingénieurs dans des situations de créativité, alors même qu'on demande en fait aux ingénieurs d'être créatifs. Alors revenons à ce que j'ai discuté au tout début de cette conférence, et ça, vous allez voir que ça éclaire les choses sous un angle nouveau, c'est-à-dire que quand je suis face à un problème et que je n'y arrive pas, une des clés, ça peut être en fait de donner un exemple de solution. Et c'est ce qu'a commencé à faire en fait toute l'approche cognitive de la créativité pendant les années 90. On dit on va essayer de les stimuler pour résoudre des problèmes. Là, c'était une autre tâche, hein, c'était d'imaginer, de dessiner un jouet nouveau et différent. Et il proposait des exemples. Alors, les photos ne sont pas contractuelles, mais il proposait des exemples de solutions qui avaient en commun certains éléments. Là, par exemple, la présence d'une balle. Et disait aux gens, surtout faites attention, faites en sorte d'être extrêmement différents. Il faut que vous soyez différents des exemples. On vous donne des exemples, mais vous ne faites rien à voir avec les exemples. Bah, quand on regarde la production des gens, en fait, ils collent aux exemples. C'est-à-dire qu'alors qu'on leur a demandé de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, de ne pas se fier aux exemples, le fait de leur donner un exemple va renforcer en fait la fixation et ils vont faire quelque chose qui colle à l'exemple. Alors, on a aussi tout un tas d'autres études, plutôt dans le domaine de la neuroimagerie, qui ont montré, au contraire, que le fait d'avoir un exemple, ça pouvait avoir des effets de stimulation. Alors ça, c'est classique en psychologie. Vous avez la moitié des gens qui vous disent, bon, bah, ça bloque la créativité, l'autre moitié qui vous dit ça la stimule, c'est une source d'inspiration. Donc vous vous retrouvez dans une espèce d'impasse où vous n'arrivez pas à trancher, mais au fond, est-ce que je dois utiliser ou pas un exemple pour aider les élèves? Donc notre idée, ça a été la première question qu'on s'est posée avec Marine à l'époque, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des exemples qui bloquent la créativité, pourquoi il y en a certains qui la stimulent. Et on s'est dit peut-être que la clé, ce n'est pas vraiment de savoir si je vais donner un exemple, c'est plutôt la nature de l'exemple que je vais pouvoir donner. Et on s'est dit que si je donne un exemple dans la fixation, si je donne un exemple dans ce qui est le plus classique, le plus banal, utiliser un parachute par exemple, je vais tendance à renforcer en fait l'activation de ces connaissances classiques. Et donc, je pourrais faire l'hypothèse que ça ne va pas être très bon pour la créativité. Je renforce la fixation. Si par contre, j'arrive à proposer des exemples qui sont en dehors de la fixation, des exemples qui sont à l'extérieur, par exemple ici, congeler l'œuf, utiliser un aigle, ce genre d'exemple en fait qui les pousse à aller plus loin, peut-être que là, je vais avoir un effet de stimulation. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de se dire que peut-être c'est pas tant de donner un exemple, c'est plutôt la nature de l'exemple. Si cet exemple fait partie des solutions classiques qui nous viennent à l'esprit, je vais renforcer ces solutions et donc ça va être négatif pour la créativité. Si par contre je suis en dehors, je vais peut-être pouvoir stimuler et les pousser ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on a testé et qu'on a regardé. Donc on leur a donné la tâche de l'œuf et il y avait 3 conditions. Une condition dans laquelle on leur donnait un exemple, je disais un exemple possible, c'est d'utiliser un parachute pour ralentir la chute. Et une autre solution, on leur disait un exemple possible, c'est de congeler l'œuf. Ou un exemple possible, c'est d'utiliser un aigle pour rattraper l'œuf. Et là, ce qu'on a regardé, alors il y a plein de mesures différentes qu'on peut faire de la créativité. Au départ, quand on a commencé à travailler dessus, on a cherché à avoir un indicateur le plus objectif possible. Donc là, le score d'originalité tel que vous l'avez ici, c'est basé sur la fréquence. C'est-à-dire que c'est l'idée que dans notre groupe, si une solution elle est donnée par très peu de personnes, elle est plus originale qu'une solution qui est donnée par quasiment tout le monde. Donc, on a fait un score moyen d'originalité en fonction de nos 3 conditions sur la base de la fréquence de distribution de cette solution dans la population parole. Donc, c'est un score qui est purement objectif, basé sur ce que les autres ont dit.
Et on se rend compte effectivement que là, on va confirmer notre hypothèse, c'est-à-dire que lorsqu'on donne un exemple qui est dans la fixation, on va diminuer l'originalité, alors que quand on va donner un exemple en dehors, on va pouvoir augmenter cette originalité. Donc ce travail a été fait chez des adultes, donc on a trouvé que chez les adultes, on était capable de moduler leur capacité à produire quelque chose d'original à partir du moment où on leur donnait un exemple. Mais ce n'est pas n'importe quel exemple qu'il faut leur donner pour pouvoir stimuler l'originalité. C'est un exemple qui est en dehors de la fixation. Si vous donnez un exemple dans la fixation, vous renforcez l'originalité. Donc, vous renforcez la fixation et donc vous diminuez l'originalité. C'est vraiment pas la nature, c'est pas l'exemple en lui-même, de fait de donner un exemple qui est important, c'est la nature de l'exemple à donner. Ce qui est marrant, c'est quand on va regarder chez les enfants ce qui se passe. Et quand on a regardé chez les enfants ce qui se passait en termes de fixation, on s'est rendu compte en fait que comme les adultes, en fait, les enfants, ils pensaient à amortir la chute. Les maths, là, on en a eu plein. Ils pensaient à protéger l'œuf. Alors, on a quand même des formes de créativité dans la protection, hein. C'est-à-dire que les enfants sont à fond sur les œufs Kinder. C'est-à-dire que le papier d'aluminium pour des enfants de 8-10 ans a des propriétés magiques assez extraordinaires. Donc, les enfants de 8-10 ans, effectivement, vont penser à protéger l'œuf, mais parfois un petit peu différemment des adultes. Mais ce qui est hyper intéressant ici, c'est que, un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la fixation fonctionnelle, on s'est rendu compte en fait que le phénomène de fixation se développait aussi avec l'âge. C'est-à-dire que les enfants de 8-10 ans ne pensent pas automatiquement, spontanément, à ralentir la chute. C'est-à-dire que les enfants de 8-10 ans, ralentir la chute, ça ne leur parle pas au départ. C'est-à-dire que ils savent ce que c'est qu'un parachute, ils savent ce que c'est que des montgolfières, des ballons, tout ça, ils connaissent. Mais ça ne fait pas partie en fait de leurs heuristiques ou en tout cas des modes de raisonnement automatiques rapides qui leur viennent à l'esprit spontanément. C'est juste, voilà, ils ont des connaissances, mais on n'a pas encore, elles sont encore en construction et surtout l'association entre ces connaissances et certainement le processus d'analogie proche qui leur permettent d'automatiser en fait cette stratégie de résolution de problèmes sont pas encore là. Donc on a un développement de la fixation. Il ne suit pas la même temporalité que tout à l'heure pour la fixation sur la fonction des objets, mais on a aussi la fonction en elle-même, enfin la fixation sur des catégories de solutions va dépendre de la tâche et va dépendre de l'habitude avec laquelle on peut développer des stratégies ou en tout cas user de stratégies antérieures. Et on voit bien que les enfants, en fait, ils ne pensent pas à ralentir la chute. Alors, ça vous paraît rien, mais pour nous, ça a été assez génial parce qu'on nous avait beaucoup critiqué. En tout cas, on nous a dit: «Mais oui, mais vous savez, si vous dites aux gens d'utiliser un aigle ou d'utiliser, de congeler l'œuf, vous atteignez des choses un petit peu plus abstraites et c'est pas tant que vous alliez en dehors de la fixation, c'est juste parce que vous provoquez quelque chose de plus abstrait chez eux» et cetera. Donc tous nos travaux qu'on avait réalisés chez les adultes, en fait, étaient, discutés sous cet angle-là. Là, en fait, ce petit résultat-là nous offrait en fait quelque chose d'assez riche. C'est-à-dire que cet exemple ralentir la chute, il était dans la fixation pour les adultes et en dehors de la fixation pour les enfants. Et donc, on allait pouvoir prendre cet exemple du parachute et on allait pouvoir faire une prédiction expérimentale avant même d'aller expérimenter. C'est-à-dire que comme il est dans la fixation chez les adultes, il doit diminuer l'originalité. Quand par contre il est en dehors de la fixation chez les enfants, comme les enfants ne sont pas fixés sur ralentir la chute, alors c'est en dehors, et si c'est en dehors, ça devrait les stimuler. Et donc, on avait à partir du même exemple, cette fois-ci, on ne peut plus nous dire c'est des exemples différents, ils n'ont pas le même statut. Non, non. Là, on en a un qui, chez une population, chez les enfants, est en dehors, alors que chez l'adulte, c'est dedans. Et donc, ça doit provoquer des effets différents. Et c'est exactement ce qu'on a testé, quelques années plus tard avec Marina Goguet, et on a effectivement obtenu ça. C'est-à-dire qu'on a pris des enfants de 10 ans, on leur a donné la tâche classique, ou on leur a donné la tâche classique et un exemple. Une des solutions possibles, c'est d'utiliser un parachute. Et là c'est assez intéressant, c'est qu'on a été chercher des universitaires pour les adultes. Et lorsque vous regardez les adultes, on réplique nos résultats. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'exemple, mais quand vous donnez un exemple parachute, vous diminuez. Alors là, c'est le nombre de catégories qui peuvent solutionner, mais on l'a aussi vu sur l'originalité, on l'a vu sur le nombre de réponses. C'est variable à chaque fois sur chacune de ces mesures. Vous diminuez en fait à la fois le nombre de catégories, mais aussi l'originalité des solutions. Ça, c'est exactement comme je viens de vous montrer. Mais par contre, chez nos enfants, c'est exactement l'inverse. Le fait d'avoir à donner un exemple qui est en dehors de la fixation a provoqué une stimulation. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en stimulant, nos universitaires
Donc, nos universitaires et nos enfants des enfants de 10 ans, donnaient exactement le même nombre de solutions et le même nombre de catégories à cette tâche-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi créatifs que les adultes. Donc, l'exemple, à partir du moment où il est bien choisi, mais c'est très compliqué en fait de bien choisir son exemple. Vous allez voir que je vais nuancer quelque peu mon propos tout à l'heure quand on va aller sur les applications. Un exemple, dès lors qu'il est dans la fixation, va provoquer une fixation. Dès lors qu'il est en dehors de la fixation, on va pouvoir essayer de s'en sortir. Donc, si je reprends tout à l'heure ce que je vous ai dit sur le chapeau en rouge, on comprend mieux pourquoi, quand il donnait un exemple, tu pourrais utiliser par exemple le chapeau en vert, comment ils s'engouffrent en fait dans cette solution-là et comment ils vont proposer une déclinaison des solutions, c'est-à-dire que l'exemple a renforcé le phénomène de fixation. On va voir que cette capacité à sortir de la fixation est beaucoup plus difficile à obtenir que la capacité à refixer les individus. C'est beaucoup plus simple de vous fixer que de vous défixer. Malheureusement, c'est comme ça. Et que l'exemple, en fait, en dehors, ne va pas forcément suffire. C'est ce que je vous montrerai sur les applications. Alors, on a aussi été voir des designers et des ingénieurs, donc plus spécifiquement. Et ce qu'on a pu montrer, ce qui est assez intéressant, c'est que les designers, donc, ils ont passé 5 ans en fait, d'études à essayer de briser des règles. On leur apprend à briser des règles, à explorer des choses, à créer des choses nouvelles. Donc, ils ont vraiment une espèce d'entraînement spécifique à résister en fait, aux effets de fixation. Alors, c'est une petite erreur. Ça n'a pas été publié en 20115, c'était publié en 2015. Donc, ils ont un entraînement en fait spécifique et on voit bien que quelles que soient les mesures, hein, ils sont moins fixés en fait que les ingénieurs dans cette tâche-là. Ils sont meilleurs. Donc, ils donnent plus de solutions, plus de catégories de solutions et ils ont un meilleur score d'originalité à la base. C'est ce que vous avez ici sur le groupe contrôle en bleu. Par contre, dès lors que vous leur donnez en fait un exemple de solution qui conduit à la fixation, donc utilisez ce parachute, donc cet exemple qui renforce la fixation, vous leur donnez un exemple, 50 formations, un exemple, et ils reviennent en fait au niveau des ingénieurs. C'est-à-dire que vraiment, vous avez ici, ils sont meilleurs, et dès lors que vous leur donnez un exemple, vous avez recréé le niveau des ingénieurs. Alors, les ingénieurs, ils sont pas mauvais, mais vous voyez un petit peu la force en fait de ces exemples-là. C'est-à-dire que même si vous avez été formé pendant 5 années à briser des règles, et je vous assure que dans les écoles de design, c'est exactement ce qu'ils font, sur le plan artistique en particulier, mais pas que, un exemple en fait suffit à les refixer. On voit leur avantage et un exemple les refixe complètement. Donc cet exemple en fait, il a une force extrêmement délétère en fait pour la créativité. Et je vous ai dit, la difficulté, même en utilisant un exemple très éloigné, est qu'on a tendance, et en particulier chez les enfants, à recréer une fixation. C'est-à-dire que le résultat que je vous ai présenté juste avant, où on stimulait, on les stimule, oui, mais ils ont tendance à proposer beaucoup de solutions. C'est un peu comme si on ouvrait la boîte, on leur dit on peut utiliser un parachute, et là, ils se mettent à utiliser toute la diversité des solutions possibles qui consistent à ralentir la chute. Donc, à recréer un effet de fixation, ce qu'on n'avait pas chez les adultes initialement dans notre première étude, mais chez les enfants, ça a l'air de se passer comme ça. Et vous allez voir que ça fait du sens, en fait, avec ce qu'on va obtenir un tout petit peu plus tard. Bref. On a essayé en fait de modéliser un petit peu tout ça et d'essayer de comprendre pourquoi on tombait dans des pièges et pourquoi justement on avait des difficultés à en sortir. Et pour faire ça, en fait, on a été chercher des modèles psychologiques, hein, qui n'ont pas été développés par nous, mais qui avaient été développés dans le monde du raisonnement en fait et de la prise de décision, pour essayer de voir s'ils avaient du sens dans la créativité et comment ils pouvaient nous éclairer un tout petit peu plus sur les processus. Parce que le problème, en fait, avec la créativité, c'est que beaucoup pensaient que la créativité était quelque chose d'automatique, et un des freins majeurs à la créativité, c'était qu'on allait utiliser, en gros, notre cerveau, on a utilisé ce qu'on appelle les fonctions exécutives et que ça venait, vous savez, l'intelligence, tout ce qui est de cognitif et tout ce qui est coûteux d'un point de vue cognitif, seraient des freins, en fait, à la créativité. Et donc, pour pouvoir être créatif, il faudrait mettre au repos, en fait, donc se dégager en fait de tous ces blocages, mais de tous ces processus coûteux et laisser libérer en fait nos automatismes et notre pensée purement intuitive.
Là, ce que je viens de vous montrer là doit être suffisant pour vous convaincre que quand on essaye intuitivement de solutionner une tâche, les premières solutions qui nous viennent à l'esprit ne sont pas les bonnes. En tout cas, ne nous permettent pas d'être créatifs. Et donc, il y a eu une espèce de revirement en fait dans la littérature sur la créativité. D'abord, on pensait que l'automatisme c'était bon, et on s'est rendu compte en fait que ça conduisait à de la fixation. Et donc, on aurait un premier système en fait qui est extrêmement rapide. Quand vous devez solutionner un problème, vous avez un système d'analogie proche qui vous permet de vous souvenir en fait des autres façons de solutionner un problème de ce type-là, en tout cas assez proche. Je dis, dans votre enfance ou dans votre vie de tous les jours, vous avez déjà eu l'habitude d'avoir des objets fragiles à protéger ou à faire en sorte qu'ils ne se cassent pas. Donc, vous allez récupérer en mémoire ces éléments-là et ça va être extrêmement rapide. Pour pouvoir en fait réussir à explorer des choses nouvelles, il va falloir que vous mettiez en place des processus, un, que vous soyez capable de détecter que vous avez un biais ou de détecter que vous avez des solutions qui sont classiques, quelles sont ces solutions classiques, et deuxièmement, de pouvoir les bloquer. Et ça, le blocage qui permet de résister justement à ces automatismes, dans le champ du raisonnement et de la prise de décision, c'est le rôle d'un processus qui s'appelle l'inhibition. Donc, on a repris ces modèles-là en essayant d'expliquer comment on pouvait justement sortir de la fixation. Il faut utiliser l'inhibition et on va essayer d'explorer expérimentalement si cette inhibition permet justement en fait de dépasser ces effets de fixation. Alors, je vous passe le débat théorique qu'il y a eu entre Daniel Kahneman et des collègues de chez nous sur la question de la détection, mais tout ça pour vous dire que on s'est rendu compte que, alors que les adultes sont capables de détecter, même quand ils se trompent, même s'ils sont fixés, nos adultes sont quand même capables de détecter que les solutions qu'ils proposent ne sont pas si créatives que ça. Ce n'est pas le cas chez les adolescents. Les adolescents plus jeunes, ils ont une difficulté à détecter. Donc, autant chez l'adulte, ça ne va pas être un problème de détection. Ils vont être capables de détecter, mais il va falloir pouvoir résister à ces pièges pour pouvoir les explorer. Chez les adolescents, on va aussi avoir un problème de détection, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de juger correctement ce qui est créatif et ce qui ne l'est pas. On va arriver à cette question de l'inhibition et j'aimerais vous convaincre que si dans le langage courant, on vous a souvent dit que l'inhibition était mal, en fait, l'apport de l'imagerie cérébrale fonctionnelle et de la psychologie de ces dernières années, c'est d'avoir montré exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'inhibition, être socialement inhibé, effectivement, c'est problématique pour la créativité. Ça, on est d'accord, il faut pouvoir oser, pas avoir peur de l'évaluation pour pouvoir justement proposer des choses nouvelles. Mais ce n'est pas ce type d'inhibition qui va nous intéresser ici pour le moment. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité à résister à des pièges. Donc, pour résister à la fixation, et là, c'est une tâche dans laquelle on va résister à la fixation fonctionnelle, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut mettre en place ces processus cognitifs d'inhibition. Il faut, pour résister, pour pouvoir résoudre la tâche tout à l'heure de la bougie ou pour résoudre la tâche de l'œuf, il faut pouvoir résister à ces blocages cognitifs. Et ça va être le processus d'inhibition. Et donc, il va falloir entraîner les participants à la fois détecter les pièges, donc à donner un outil pour détecter la fixation, parce que les enfants ne sont pas capables de le faire, ou en tout cas ont des difficultés à le faire tout seul, et à la fois à mettre côté de cette fixation pour pouvoir aller explorer des choses nouvelles. Et donc, nous, ce qu'on a montré en utilisant l'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est que ça recrutait en fait des réseaux du cortex préfrontal et que ces réseaux du cortex préfrontal, ils étaient impliqués dans les fonctions exécutives et dans cette capacité à résister à ces automatismes. Donc, pendant longtemps, on nous a dit que c'était automatique. En fait, on s'est rendu compte que pas du tout, en fait. Cette capacité à résister, elle est liée à la fois d'un point de vue cognitif à des tâches qui mesurent l'inhibition, mais aussi au niveau des activations cérébrales à un réseau préfrontal. Ça a été montré en EEG, ça a été montré également grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc vraiment, s'il y a eu un apport de l'imagerie cérébrale fonctionnelle pour notre compréhension de la créativité, c'est qu'elle nous a permis en fait de dire, attendez, vous dites c'est automatique, mais les réseaux qui sont impliqués ici, ce n'est pas du tout des réseaux qui montrent que c'est l'automatisme. C'est au contraire des réseaux impliqués dans les fonctions exécutives. On a eu l'occasion en fait de le démontrer expérimentalement. Je passe rapidement parce que je vois que le temps passe, mais on avait la neuroimagerie, mais la neuroimagerie, vous savez, c'est pas parce que ça s'allume dans une région cérébrale que nécessairement ça veut dire que, ou dans un réseau exécutif, que nécessairement vous avez l'implication en fait de cette capacité de contrôle dans cette tâche-là. Et donc du coup, on a dû repasser en fait par des études de chronométrie, par des études de psychologie expérimentale pour pouvoir démontrer que c'était bien en fait un processus d'inhibition. Et donc notamment, ce qu'on a fait, c'est une simple tâche, enfin une simple paradigme qu'on appelle un paradigme de double tâche.
L'idée, c'est simple, c'est que vous allez faire une tâche de créativité et vous allez à faire en parallèle en fait une autre tâche. Si cette autre tâche, comme les ressources en fait que vous avez attentionnelles, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps facilement. Autant si vous avez une chose automatique, marcher et parler ou réfléchir, ça c'est possible, même si vous impactez quand même la marche. Mais faire deux choses qui mobilisent un processus coûteux en même temps, c'est pas possible. Ça marche pas du tout. Eh ben, on va utiliser ça pour pouvoir déterminer si effectivement cette tâche elle est automatique ou pas. Si la créativité, c'est quelque chose d'automatique, voire même pire, que pour pouvoir m'en sortir, il faut que je mette de côté tout ce qui est ressources, enfin, tout ce qui est fonction de contrôle, tout ce qui est inhibition. Le fait d'être en double tâche, ça doit être un avantage pour ma situation créative. Si par contre j'en ai besoin et que ça va être mobilisé par une autre tâche que je vais faire en parallèle, là, ça va être plus compliqué. La tâche qu'on a choisie, c'est la tâche du Stroop. C'est très simple, c'est qu'on vous demande en fait de dénommer la couleur de l'encre. Donc là, vous voyez, c'est rouge, écrit en rouge, c'est extrêmement facile, c'est automatique. Normalement, ça ne doit pas perturber votre capacité de créer, de générer des idées. Par contre, ici, vous devez inhiber en fait la lecture automatique. C'est très compliqué d'inhiber la lecture automatique pour pouvoir dénommer la couleur de l'encre. Donc là, je vais charger en fait, dans cette condition-là, les ressources d'inhibition. Et ce qu'on va obtenir, en fait, c'est que quand je charge ces ressources d'inhibition, je n'ai pas un effet de stimulation comme certains qui pensaient que la créativité était automatique vont nous l'avaient prédit. Au contraire, ça va rendre plus difficile en fait ma tâche de créativité et je vais être moins capable de générer des idées. Donc c'est vraiment une preuve expérimentale que pour pouvoir réussir à générer des idées, il faut être capable de résister en fait à ce phénomène de fixation. Alors, on va y arriver progressivement sur ce qui se passe en classe, parce que je sais bien que vous allez me dire, oui, mais ça c'est bien dans une situation de laboratoire, mais en classe c'est un petit peu différent. Et on a pu démontrer très récemment que l'évaluation, donc il existe aussi des formes d'inhibition sociale, mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que le contexte social, le fait d'avoir un instituteur qui est en train de vous évaluer ou pas, en fait, va avoir une incidence, mais une incidence différente en fonction de l'âge des participants. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a pu montrer quand on a fait exactement cette tâche-là, mais qu'on a rajouté une forme d'évaluation sociale, comme un adulte qui serait en train d'évaluer la production de ce que l'enfant est en train de faire en classe, on s'est rendu compte que chez les enfants, ça avait un effet négatif, alors que chez les adolescents, au contraire, ça les boostait et ça avait un effet positif. Donc, en fonction de la période de développement dans laquelle vous êtes, le simple fait d'avoir un adulte qui est en train d'évaluer ce qu'il est en train de faire ne va pas avoir la même chose sur la créativité. Chez les enfants de 10 ans, ça avait tendance à avoir un effet extrêmement négatif. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en train de faire des rédactions ou de demander à votre enfant de 10 ans d'être créatif avec son petit chaperon rouge, ben le fait qu'il y ait un instituteur qui évalue en plus ce qu'il est en train de faire, c'est encore pire pour lui. C'est peut-être moins vrai pour les adolescents. En tout cas, on a des effets opposés chez les adolescents. Et je pense que ça fait partie, et c'est peut-être juste sur cette fenêtre particulière et cette sensibilité particulière des adolescents. On a aussi pu montrer que chez ces adolescents-là, en fait, on avait une augmentation des capacités de contrôle inhibiteur dans des tâches en fait, qui mesurent ces capacités dès lors qu'on est dans un contexte social d'évaluation. Vous voyez, le contexte social va changer en fait notre capacité à être créatif. On a juste mis un adulte en fait, qui est en train de noter ce que l'enfant est en train de produire dans la tâche de l'œuf. Et on voit bien que c'est un effet négatif chez les enfants, mais un effet positif chez les adolescents. Alors, comment je fais pour contrecarrer ce blocage cognitif, qui est l'effet de fixation, et aussi ce blocage social, qui est ce qui se passe enfin, dès lors qu'on est en train d'évaluer. Donc, je reviens à mon petit chaperon rouge, qui est notre point de départ, où on a commencé en fait à travailler avec les instituteurs pour essayer de créer en classe des ateliers qui nous permettent en fait de pousser à la défixation des élèves. Et donc, pour pouvoir en fait travailler avec eux sur cette identification de la fixation et cette capacité à en sortir, on a utilisé en classe, alors quand je dis on, en fait, c'est pas moi, c'est mes étudiantes, hein, c'est Anaëlle Camarda et Lison Bourse qui ont fait ça. Je n'ai même jamais été dans la classe, qu'on soit bien clair, et qui ont fait tout le travail, pour moi, mais elles ont fait un travail remarquable où elles ont essayé d'adapter en fait des méthodes qu'on utilise chez les ingénieurs pour pouvoir identifier la fixation. Et c'est pour ça que vous avez cette petite arbre à idées. Donc, c'est un travail en classe qui a été réalisé sur des tâches, en fait, qui sont des tâches qui ont été conçues par les enseignants eux-mêmes. Donc là, je vous donne un petit peu l'exemple sur la tâche de l'œuf, mais ce n'est pas du tout la tâche de l'œuf qu'on a utilisée ici. Je vais revenir dessus. En fait, vous avez un petit bonhomme qui court. En fait, on leur a appris en fait, à essayer de mettre sur le papier toutes les réponses qui leur viennent spontanément, hyper rapidement à l'esprit.
et vous avez un petit bonhomme qui réfléchit. Ça, c'est d'abord, on prend toutes celles qui nous viennent très rapidement à l'esprit et ensuite, on va aller s'intéresser à celles qui sont plus compliquées à aller chercher. Et le gros travail qu'on va faire avec eux, c'est qu'on va leur apprendre en fait à regrouper les choses. Donc, ce n'est pas nous qui leur disons ça, c'est… Non, on va dire, est-ce que parmi toutes les idées que tu as vues, il n'y en a pas qu'on peut mettre ensemble? Et les enfants de 10 ans vont construire des catégories de solutions. Et une fois qu'ils auront construit ces catégories de solutions et regroupé tout ce qui est hyper rapide qui leur vient à l'esprit, là ensuite, on va pouvoir les aider à casser en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, tu as des choses, c'est des dispositifs qui ne sont pas évidents. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent de ça? Et c'est eux qui vont aller chercher l'autre type de catégorisation. Donc à partir de la catégorie et de cet arbre à idées, on va pouvoir briser des choses classiques et aller explorer des choses nouvelles. Si vous avez des questions spécifiques là-dessus, je pourrais vous renvoyer vers la méthode qu'on est en train de publier actuellement pour pouvoir donner tous les éléments justement de cette méthodologie. Alors bien sûr, on a fait 5 sessions en fait d'apprentissage. On n'allait pas juste faire, juste cet arbre à idées. Ça, c'est un exemple, hein, de ce que peut faire un enfant derrière, qui au départ en fait est bloqué sur sa feuille et comment on peut collectivement leur apprendre justement à catégoriser les choses et à aller explorer des choses un petit peu nouvelles et ensuite pour faire leur rédaction, pour travailler, à aller piocher, ce qu'il en est. Alors, on a essayé de comparer en fait cette méthode-là à d'autres méthodes classiques, hein. Donc, on a repris du brainstorming. Les enfants adorent le brainstorming, c'est génial pour eux. Donc, on a repris les règles classiques du brainstorming. Il ne faut pas juger les idées, etc. Et puis, on leur donnait des post-it et puis ils allaient eux-mêmes poser leurs petits post-it en classe. Ils adoraient en fait réaliser le brainstorming. On a repris aussi des méthodes classiques en fait qu'ils utilisaient dans leur classe, qui est à la manière d'eux. Donc, tu dois faire une rédaction, c'est à la manière d'un auteur. Et on avait choisi 2 types parce qu'on avait cette idée des exemples. Donc, on a fait à la manière de restrictif, c'est des exemples pas très créatifs, et à la manière de expansif, où on a donné en fait un exemple de rédaction, mais un petit peu plus créatif. On imaginait que ça pourrait avoir un effet bénéfique. Donc vraiment, un qui est basé sur la défixation, le brainstorming, et à la manière 2, c'est une adaptation en fait de ce qu'ils faisaient déjà en classe pour la rédaction ou de ce qui se fait assez souvent en art plastique chez les élèves en France. On a fait un premier atelier de découverte et ce que je vais vous présenter, en fait, c'est la différence entre le deuxième atelier et le cinquième atelier. C'est des ateliers qui duraient une demi-heure. Je peux vous montrer, c'est pas des ateliers très très longs, hein. On avait une demi-heure d'utilisation de la méthodologie. On va en faire du coup que 4. Un premier pour présenter, et puis ensuite on va en faire 4. Et ce qu'on va regarder, c'est leur capacité à générer après cet atelier et la rédaction. Alors, je ne vais pas vous montrer les résultats sur la rédaction parce qu'on n'en a pas eu. En fait, mais c'est très compliqué en fait de juger la créativité des rédactions. On n'a pas réussi en fait à mettre en évidence d'effets bénéfiques sur la rédaction. Par contre, sur la génération, on a eu pas mal de choses. Donc, on va regarder le nombre d'idées générées. Et puis, on avait catégorisé en fait ces idées, savoir si elles étaient dans la fixation ou dans l'expansion, en fonction en fait des problèmes en fait que les professeurs leur avaient donnés. Mais par exemple, en fait, un des sujets de rédaction qu'ils leur avaient donné, mais qu'est-ce que ça pourrait être une école fantastique? Décris-moi une école fantastique. Ou une rencontre inattendue. Ce genre de choses qui vous permettent, vous voyez, c'est une rencontre inattendue, ça vous permet de jouer sur, se poser la question de ce que c'est que d'être inattendu, de ce que c'est qu'une rencontre, les éléments classiques de tout ça, et pour pouvoir ensuite aller explorer des choses un peu différentes. Bon, quand on regarde les résultats comme ça, en global, entre nos 2 ateliers, en fait, on se rend compte que l'effet le plus fort, c'est sur les groupes à la manière d'eux, où il y a beaucoup de réponses qui sont données. Et là, on s'est dit: «Mince, franchement, les profs, ils ont super bien choisi leur truc». C'est-à-dire qu'il y a une augmentation entre les 2 ateliers, ça les a boostés en termes de nombre de réponses. Le brainstorming n'a pas eu trop d'effet et l'effet sur, la défixation n'est pas terrible. On a regardé au-delà du nombre de réponses, la nature, en fait, de ces réponses et un petit peu la qualité de ces réponses. Vous allez voir que les effets sont un petit peu, différents. Donc toujours sur ces ateliers et cette génération d'idées, en fonction des problématiques qui sont données par les élèves, voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc l'expansion, c'est ce qui est plutôt original, c'est ce qui sort du cadre. La fixation, c'est ce qui est plutôt dans le cadre. Et on s'est rendu compte en fait que nos 2 groupes à la manière d'eux, quel que soit savoir si c'est original ou pas, donc c'est pour ça que je vous dis que l'exemple est limité. Dans les 2 cas, en fait, on avait une très, très belle augmentation, oui, mais dans la fixation. Donc ils vont faire beaucoup de choses, mais très fixées. Entre le deuxième, donc il y a une vraie augmentation au cours des ateliers, mais pas en faveur de la créativité. Et cette augmentation, elle est pareille sur les 2 groupes. Ce qui est intéressant, c'est que le brainstorming, ça marche d'emblée. C'est-à-dire que dès le deuxième atelier, on a effectivement un nombre de réponses très élevé.
Sauf que malheureusement, et donc pas d'effet d'apprentissage, malheureusement, elles sont toutes en fixation. Donc le brainstorming, vous allez avoir beaucoup d'idées. À la manière d'eux, vous allez leur permettre d'avoir plein d'idées aussi, mais ces idées ne sont pas créatives du tout. Nous ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas d'évolution en fait de la fixation. On reste fixé, mais on a une petite évolution d'expansion. Ce qui fait que la différence entre les deux est beaucoup plus faible. C'est pas bouleversant, alors ça s'appelle CK-driven, en fait, c'est basé sur une théorie particulière, mais c'est ce qui est basé justement sur ce processus de défixation. Et le dernier résultat que je voulais vous montrer, excusez-moi, le dernier résultat que je voudrais vous montrer sur ces éléments, c'est que en plus de tout ça, donc je vous dis, la rédaction n'a pas réussi à mettre en évidence d'idées, mais c'est aussi parce qu'on est incapable d'évaluer. C'est très compliqué d'évaluer la créativité des productions, en particulier d'élèves de CM1 qui ont 10 ans, parce que ça fait partie des premières rédactions qu'ils font et que leur niveau de français est quand même assez limité aussi. On avait aussi avant et après fait un post-test, un pré-test à un post-test sur des tâches qu'ils n'ont pas du tout vues dans les ateliers et sur lesquelles on n'a absolument pas travaillé dans ces ateliers. Donc il y avait toute une batterie et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dès lors qu'on s'intéresse à la rédaction, à notre tâche de l'œuvre. Du coup, on va reboucler sur cet élément-là. Donc, ils n'ont pas été entraînés là-dessus. Ils ont été entraînés sur l'école fantastique, et en fait, on va mimer exactement les résultats qu'on a pu avoir sur les autres choses. C'est-à-dire que les groupes à la manière d'eux n'ont pas d'effet sur l'expansion. Par contre, ils ont un effet très fort sur la fixation. On renforce la fixation, c'est vrai, pour les histoires, c'est vrai pour les sujets qui étaient au cœur des ateliers, c'est vrai aussi pour le pré-test et le post-test. On a exactement les mêmes résultats. Le brainstorming, pas d'effet du tout, ni dans l'un ni dans l'autre, mais c'est un peu logique, c'est que là, on est dans une situation individuelle, donc on ne leur a pas permis en fait d'utiliser cette méthode du brainstorming, et c'est la seule qui méritait d'être utilisée en groupe, sinon ça n'a pas de sens. Donc, ne tuons pas le brainstorming. Pas d'effet sur la fixation pour notre méthode de défixation, mais on arrive quand même à avoir un petit effet sur l'expansion, c'est-à-dire qu'ils sont meilleurs derrière. Ce n'est pas mirobolant comme effet, hein, mais gardez à l'esprit que ce sont des ateliers qui ont duré 5 semaines, enfin 4 semaines même en réalité, d'une demi-heure par semaine. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement intensif comme entraînement, mais ça a déjà permis en fait d'obtenir des résultats entre un pré-test et un post-test sur une tâche pour laquelle ils n'ont pas du tout été entraînés. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des effets, des méthodologies qu'on va pouvoir mettre en place. Il y a certaines méthodologies qui stimulent la fixation, mais c'est déjà une chose, c'est-à-dire qu'ils stimulent quelque chose, ils stimulent l'idéation, mais en fixant les gens. D'autres méthodologies qui permettent à la fois de mieux se représenter les idées, de mieux se représenter l'éventail des possibles, pour pouvoir ensuite mettre de côté la fixation et aller explorer des choses nouvelles. Donc, si je reboucle sur mon exemple, l'exemple n'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais une des choses à faire quand on est sur cette modernisation du conte du Petit Chaperon Rouge, c'est déjà de déterminer en fait ce qui est classique dans le Petit Chaperon Rouge. C'est qu'est-ce que c'est que les éléments classiques pour pouvoir ensuite les catégoriser, pour pouvoir jouer ensuite sur les éléments. Et ça, on l'avait fait en fait juste avant de lancer ce programme-là, et ça a été extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'on a pu mettre en place avec un seul atelier, on a pu vraiment aller extrêmement loin avec les élèves sur ce conte du Petit Chaperon Rouge où ils ont été très très loin. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus intéressés uniquement au Chaperon Rouge. Ils ont été voir la structure de l'histoire, la structure classique d'une histoire, et ils ont brisé les choses. Certains ont commencé par la fin, certains ont changé le fait que ce ne soit pas le loup qui soit méchant, mais qui peut être gentil, etc., etc. Ils ont été beaucoup plus loin et créé des combinaisons complètement inédites à partir du moment où on leur a donné en fait les outils pour penser la créativité, c'est-à-dire que des outils pour pouvoir raisonner par rapport à la créativité. Donc, je vais extrêmement loin sur cette question des outils pour raisonner et juste pour vous dire que la créativité, ce n'est pas simplement un processus automatique, qu'on a des blocages cognitifs, qu'on a des blocages sociaux, mais qu'on peut faire des choses en classe pour essayer de dépasser ces blocages et pouvoir, avec les enfants, explorer de façon assez systématique des idées qu'ils pourraient aller chercher pour pouvoir créer des choses. Voilà, j'en ai terminé un peu rapidement, je suis désolé, mais j'en ai terminé sur cette présentation et on peut passer à la série des questions. Merci beaucoup, Monsieur Cassetti, pour votre présentation. On a maintenant quelques questions à poser pour le reste de la période. Donc, je commencerai par une première question
spécifique à un exemple qui a été donné. Donc, on dit, pour reprendre l'exemple donné de la comparaison des enfants 5 et 6 ans par rapport à la fixation fonctionnelle au tout début de la présentation, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la diminution de la flexibilité mentale avec le développement de l'expertise? Alors, pour la flexibilité, c'est un concept qui est un peu fou en psychologie. Alors, il a des définitions un petit peu différentes, même si elles sont un peu reliées. En psychologie de la créativité, la flexibilité, c'est la capacité à générer des catégories de solutions différentes. Alors qu'en neuropsychologie, c'est une fonction exécutive à part entière qui permet effectivement de changer de stratégie, et donc qui est à la fois une composition d'un mécanisme à la fois d'inhibition et d'activation, pour pouvoir s'adapter à une situation. Je ne vois pas de quelle chute de performance en flexibilité vous voyez à cet âge-là. L'expertise ne va pas nécessairement en fait, déterminer une chute de flexibilité. Ce qu'elle va, ça dépend en fait de la nature de l'expertise. Lorsque vous devenez un expert dans un domaine, je sais pas, vous devenez un super expert, pour créer des voitures, ou des moteurs ou à démonter des moteurs, effectivement, vous allez développer en fait un certain nombre d'automatismes et des éléments de fixation qui vont faire que votre façon de penser à un moteur va être très contrainte. Et si je vous demande d'être créatif et d'être très créatif, vous allez avoir tendance à dire: «Bah, non, je ne veux pas briser un moteur, ça a tel type de caractéristiques». C'est le cas, par exemple, pour les experts quand on a créé les premiers véhicules électriques. Le véhicule électrique, en fait, il permettait de revoir complètement, en fait, ce qu'était une voiture. Sauf que le concept d'une voiture, chez un constructeur de voitures, il sait très bien ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une voiture, ça a 4 roues, le volant, il est à tel endroit, et cetera, et ils n'ont pas pu aller très, très loin dans le changement que le véhicule électrique leur permettait de faire. Je vous donne juste un petit exemple. Le véhicule électrique est un véhicule silencieux, sauf que en fait, c'est dangereux, les véhicules silencieux, parce que quand vous traversez la rue, vous ne regardez pas, en fait, s'il y a un véhicule à gauche ou à droite, vous utilisez, en fait, le son. Donc le véhicule électrique, en fait, il est dangereux. Solution proposée initialement, par un grand industriel de construction de voitures. On n'a qu'à rajouter, en fait, des haut-parleurs dans les voitures électriques pour créer et simuler le son d'un moteur de voiture. Donc c'est pour vous montrer que quand on est un expert, on a tendance à être fixé très, très fortement. C'est-à-dire que même un avantage qui est de ne plus faire de bruit peut, nous contraindre là-dessus. Maintenant, il y a d'autres formes d'expertise. C'est-à-dire que vous pouvez développer une expertise pour briser les règles et une expertise justement pour créer de la flexibilité. Et donc, c'est 2 formes d'expertise différentes. Si aujourd'hui si vous allez, à l'école des mines, par exemple, où ça fait 10 ans qu'ils passent leur temps effectivement à construire des raisonnements, génératifs et de créativité, ils ont développé une flexibilité qui est même parfois un peu trop dérangeante parce qu'ils vont un petit peu trop loin, et donc ils sont devenus plus flexibles. Donc c'est un double mécanisme, c'est-à-dire que créer de la fixation, c'est important parce que vous créez des automatismes et vous devenez meilleur, mais effectivement, vous pouvez perdre de la flexibilité. Mais vous pouvez avoir un autre mécanisme à côté qui vous permet de renforcer cette fonction exécutive qui vous permet de gagner en flexibilité. Donc l'expertise, c'est vraiment les 2 choses. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Je ne sais pas si j'ai été, très clair dans ma réponse, mais c'est parce que, justement, en fait, il n'y a pas un modèle de l'expertise qui dit l'expertise, ça conduit à la fixation. Ça dépend dans quoi vous devenez un expert, en fait. Merci beaucoup pour la réponse complète. On parle aussi dans le graphique de l'effet de fixation chez l'enfant. Le milieu socio-économique de l'enfant a-t-il été pris en considération? Puis, est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir une influence sur les résultats éventuellement? Alors, c'est une très bonne question. Non, on n'a pas pris en compte le niveau, socio-économique des enfants. Tout ce Franchement, on a lancé des œufs sur des milliers d'enfants. C'est-à-dire que, là, je vous ai présenté quelques résultats, mais je ne sais pas combien de milliers d'enfants et d'adultes ont participé, même au Canada. On l'a fait dans plein de pays d'Europe aussi, donc c'est extrêmement large. On ne s'est pas encore posé la question du niveau socio-économique. C'est en cours, et pour tout vous dire, s'il n'y avait pas eu le Covid, ce serait déjà terminé. Mais ça fait 1 an en fait que le projet est en stand-by parce que précisément, on ne peut pas aller dans les écoles comme on veut en France, actuellement. On n'a aucune idée de l'effet que ça va avoir. Il y a 2 possibilités, c'est-à-dire que toute la littérature sur le niveau socio-économique, sur les fonctions exécutives nous disent: «A priori, niveau socio-économique faible, vous avez, des fonctions exécutives plus faibles que les niveaux socio-économiques forts». Généralement, c'est les résultats qu'on a sur les choses. Donc on pourrait imaginer qu'ils vont être moins créatifs.
Sauf que, et c'est ce que je vous ai dit sur le phénomène de fixation, on s'est rendu compte que, il pouvait y avoir des entraînements d'une forme de flexibilité qui étaient liés en fait aux conditions. C'est-à-dire que oui, effectivement, quand vous avez peu, vous êtes obligé d'être créatif pour pouvoir faire beaucoup avec ce que vous avez. Et donc, les niveaux socio-économiques faibles, en tout cas les études qui ont été faites au Brésil, mais je l'ai vu en congrès, je ne l'ai pas encore vu publié dans une revue, montrent au contraire que peut y avoir des effets positifs sur la créativité. Parce qu'ils ne sont pas fixés de la même manière. C'est pour ça qu'en fait, on aimerait bien aller le tester, mais et le tester pas, parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur le niveau socio-économique, il y a des méta-analyses qui sont en cours, mais qui ont été faites essentiellement sur la pensée divergente dans laquelle vous n'avez pas en fait à résoudre de problème. Le type de tâche qu'on vous demande, par exemple, c'est de trouver le plus d'utilisations alternatives, donc de fonctions alternatives possibles à un objet usuel. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent avec un parapluie? Vous savez qu'un parapluie, ça sert à se protéger de la pluie, mais là, on vous demande de trouver tout un tas d'autres solutions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais surtout, il n'y a pas à résoudre un problème. C'est pas vous devez trouver des solutions pour résoudre un problème, c'est faites ce que vous voulez. Et donc là, ils ont montré que ce n'était pas forcément positif pour la créativité, mais nous, on aimerait bien rajouter cette composante de résolution de problèmes pour voir s'il ne peut pas y avoir un avantage quand même chez les enfants qui ont un niveau socio-économique plus faible. Mais toutes les études qu'on a faites, c'est fait dans des écoles plutôt mixtes, en fait. D'accord, merci. Est-ce que la difficulté de trouver des exemples stimulants selon l'audience en génération d'idées ne vient pas supporter l'implication d'équipes multidisciplinaires qui ne répondra pas de la même manière aux exemples? Ça, c'est la théorie de mes collègues en sciences de gestion. Effectivement, pour stimuler en fait c'est pas tant les exemples qui vont être essentiels, c'est que comme vous allez avoir des expertises différentes, vous allez avoir des points de vue différents. Alors c'est un autre modèle de la psychologie du développement, mais c'est à partir du moment où vous allez avoir une confrontation des points de vue, vous allez pouvoir découvrir des choses, ou en tout cas, ça va avoir un effet positif sur ce que vous allez pouvoir produire. Typiquement, dans tout le travail qui a été fait sur les biais de raisonnement, parce que ces biais dans la créativité, on les retrouve aussi dans le raisonnement ou dans la prise de décision. Dès lors que vous êtes à plusieurs, si vous êtes tous biaisés de la même manière, vous renforcez les biais. Donc, ça ne fonctionne pas très bien. Il suffit qu'il y en ait un qui soit différent et qui pense différemment pour que ça puisse euh, débloquer, ou en tout cas pousser à débloquer les gens. Donc, dans les situations collectives, ce qui est important, c'est de mettre des gens qui ne vont pas être bloqués ou fixés de la même manière. Donc, ça a des effets positifs. À ma connaissance, ceci étant dit, ce n'est pas quelque chose qui a été extrêmement expérimenté. Donc, je n'ai pas de données. Voilà, c'est à la fois du bon sens, mais je n'ai pas encore de données qui montrent vraiment que ça va avoir un effet sur la fixation. Et c'est pour ça que généralement, dans les équipes, on dit il faut des designers, Steve Jobs avait été chercher un designer de salle de bain. Oui, c'est des petites choses comme ça. Ça a le double mérite, c'est que d'une part, vous n'êtes pas fixé de la même manière, donc vous voyez le problème différemment. Ça peut vous aider à voir le problème différemment. Et c'est pour ça, parfois, les enfants peuvent avoir des idées originales, c'est qu'ils ne sont pas bloqués de la même manière sur certains principes de réalité ou sur l'habitude qu'on peut avoir. Et ben, c'est exactement le même principe. Vous pouvez, parce que vous n'êtes pas fixé, voir des fois le problème différemment et du coup aider et proposer une solution originale. Parfait, merci. Une autre question. Peut-on associer un effort d'inhibition et l'application des règles générales des outils divergents? Par exemple, suspendre le jugement, viser la quantité, bâtir sur les idées des autres, oser des idées ludiques ou étranges? Alors, on peut jouer là-dessus. Alors, on peut minimiser les biais sociaux, ça c'est sûr. On peut essayer de les minimiser. On n'arrive jamais à les tuer complètement. Et à l'école, le problème c'est ils sont parfois forts. Donc, c'est pas évident de briser le jugement des autres. Et ça va dépendre vraiment de l'âge. Donc, il y a quand même tout un tas de littérature qui montre que c'est compliqué à briser, mais ça existe. Pour ce qui est de renforcer, je ne sais plus l'élément de la question, je crois que j'ai perdu l'autre élément de la question. On disait, peut-on associer un effort d'inhibition et l'application des règles générales des outils divergents? Par exemple, suspendre le jugement, viser la quantité. Ouais, alors suspendre le jugement, suspendre le principe de réalité. Je crois qu'il y a un des éléments qui est essentiel en fait dans l'imagination et qui est très compliqué, alors surtout en France, hein. Je pense qu'on a une spécificité française, c'est que dès lors que vous allez proposer une idée, vous allez toujours avoir un gars pour vous dire non, ça c'est pas possible, et on met de côté.
Et donc là, c'est un jugement, hein, mais il y a toujours un qui dit non, c'est pas possible. Et une des forces en fait de la méthodologie qu'on utilise, c'est qu'on a deux espaces. On a un espace de la connaissance, où effectivement, il y a des connaissances qui vous disent c'est vrai, c'est faux, on sait, effectivement. Et il y a un espace des concepts, un espace de l'imaginaire. Et dans cet espace de l'imaginaire, on peut faire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, et ça n'a pas forcément besoin d'avoir une réalité matérielle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien parler d'un bateau volant, etc. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des choses nouvelles, un bateau amoureux, une voiture puante ou ce genre de choses, qui sont des concepts, qui sont vraiment des concepts. La question, c'est comment vous allez naviguer de l'un à l'autre. Et c'est comment, à partir de ce concept-là, si je vous dis une voiture puante, et on parlait tout à l'heure en fait d'une voiture électrique qui ne faisait pas de bruit, il y a d'autres sens, ça vous pousse à aller chercher de nouvelles connaissances. Et c'est comment, en fait, ce concept nouveau ou une chaise sans pied va vous pousser à aller chercher de nouvelles connaissances et à aller explorer de nouvelles connaissances. Parce que la créativité, c'est toujours une connexion entre les connaissances qu'on a et qu'on peut acquérir, parce que c'est ça aussi la clé, c'est qu'on peut provoquer ce qu'on appelle une expansion des connaissances, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des connaissances nouvelles qu'on n'a pas forcément et naviguer avec un concept qui, lui, n'a pas forcément la nécessité d'être vrai ou faux. Vous avez un concept qui va vous pousser à aller explorer des connaissances nouvelles et qui peut vous permettre de revenir et ensuite d'affiner ce concept justement et lui donner une réalité. Et si vous commencez d'emblée à dire bah non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, en fait, le concept, effectivement, vous le tuez d'emblée. Donc, il faut éviter ça. Mais en permettant les deux espaces, un espace du possible où on va aller chercher des connaissances, on va aller se cultiver, on va aller voir un petit peu, je vous dis, pour une chaise, essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne, pourquoi on ne s'assoit pas par terre, pour l'œuf, essayer de comprendre ses propriétés, aller chercher ses connaissances. Ça va nous permettre d'affiner justement ces concepts dans cet espace de l'imaginaire. Merci beaucoup. On a une question en lien avec un de vos articles publiés en 2016. On dit que vous parlez du système 3 avec le contrôle inhibiteur. Est-ce toujours votre vision des choses? Hmm. C'est toujours ma vision des choses, c'est-à-dire que je suis toujours convaincu il y a la nécessité en fait de résister et d'inhiber, donc je parle toujours du système inhibiteur. L'idée d'utiliser des systèmes, de reprendre tout ça, moi je le vois surtout en fait comme une étape intermédiaire qui me permet d'aller tester des hypothèses. La clé, c'est cette méthodologie, enfin cette modélisation, elle est forcément lacunaire et simpliste, elle ne nous dit pas grand-chose sur plein de choses. Mais elle nous a permis en fait de poser un certain nombre de questions. De dire, OK, bon, bah, l'inhibition, ce modèle, il a l'air de dire que ça pourrait être intéressant, les autres disent que ce n'est pas le cas. Comment on peut montrer, essayer de trancher entre les deux? La capacité à détecter que les idées sont originales ou pas, ça a l'air essentiel dans le domaine du raisonnement. Est-ce que ça a du sens pour nous? On a montré tout ça. Est-ce que le contexte social va moduler l'activation d'un ou de l'autre des systèmes? Donc, c'est vraiment un outil, ce modèle, qui nous permet de penser l'architecture cognitive et de penser les interactions entre eux. Maintenant, ça reste un modèle et on pourrait… franchement, le jour où on montrera qu'on a tort, on sera très content parce qu'on avancera beaucoup mieux. Vous savez, la psychologie expérimentale, on essaye… tous mes collègues sont désespérés quand ils ne reproduisent pas, en fait, enfin pas quand ils reproduisent pas, mais quand ils ne confirment pas leurs hypothèses. Or, on sait bien en fait que confirmer son hypothèse, ça ne nous apprend pas grand-chose. La réfuter, beaucoup plus. Donc, quand on me montre qu'on a tort, c'est beaucoup mieux de réfuter son hypothèse. C'est une source. Ça montre que votre modèle il est pourri. Il faut le mettre à la poubelle. Et donc, c'est beaucoup plus enrichissant de le faire comme ça. Pour le moment, on ne m'a pas encore montré que c'était pourri. Mais j'espère. J'espère parce que ça nous permettra d'avancer. Merci pour cette réponse. Les prochaines questions portent plutôt sur des approches pédagogiques maintenant. Donc, on parle de l'arbre de la créativité qui passe par la catégorisation, fait penser à l'enseignement conceptuel. Comment l'auteur donc, vous situe ses recherches par rapport à cette approche pédagogique? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par enseignement conceptuel. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que cette étape de catégorisation, elle est essentielle pour le processus, en tout cas, d'exploration qu'on met en place. Et que c'est l'outil qui nous permet justement, dans cet espace des imaginaires, de pouvoir casser et de pouvoir briser des règles. C'est-à-dire que pour pouvoir briser les règles, il faut identifier ces règles, en fait, avant de pouvoir les casser.
Et donc, faire une catégorisation, identifier les attributs qui nous permettent en fait de penser les choses classiques ou de penser l'objet, ça nous permet ensuite de pouvoir dire ce qu'on va casser. Et donc, si on n'a pas cette étape de catégorisation, ça ne marche pas. Et donc, tout le travail qu'on a fait, on ne leur a pas donné des idées, etc. On les a poussés juste, on leur a demandé au départ, et ensuite ils l'ont fait tout seuls, de regrouper en fait les éléments qui vont ensemble pour pouvoir ensuite voir pourquoi ils vont ensemble et pour pouvoir briser justement ce pourquoi. Et ça nous permet, alors des fois ça débouche sur rien, hein, mais ça permet en fait d'aller chercher de nouvelles connaissances. Et donc on les pousse à aller chercher de nouvelles connaissances. C'est une des difficultés en fait sur la créativité, c'est qu'on considère qu'elle doit sortir de votre tête tout seul. Et que vous êtes face à votre feuille et que vous devez le faire. D'ailleurs, on a fait une fois la tâche de l'œuf comme ça et on leur a dit, vous pouvez utiliser votre ordinateur, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sur les 40 personnes qui étaient dans la pièce, qui avaient leur ordinateur, qui avaient une connexion Internet, qui avaient tout, ils ont fait la tâche de l'œuf. Il n'y en a pas un seul qui a allumé son ordinateur pour aller chercher des connaissances. Ils étaient tous persuadés de connaître tout ce qu'il fallait pour pouvoir résoudre la tâche. Donc, cette étape de catégorisation, pour moi, elle permet justement d'aller chercher de nouvelles connaissances. Et il ne peut pas y avoir de créativité, en tout cas, ça c'est ce que disent les modèles de la conception, s'il n'y a pas ce qu'on appelle une expansion des connaissances, si on ne va pas chercher des connaissances nouvelles. Donc, soit on active des connaissances qu'on a déjà, soit on va chercher ailleurs des connaissances. Mais sinon, on ne peut pas y avoir véritablement de conception innovante. Merci. Dans quelle mesure croyez-vous que l'usage du processus de pensée-design peut stimuler la créativité à l'école? Pensée design, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. Parce qu'en plus, ce mot design, il est pas facile parce qu'il n'a pas la même signification en français et en anglais. Et je ne sais absolument pas quelle est la signification du mot design en québécois, pour tout vous dire. Donc, je ne voudrais surtout pas dire de bêtises. Non, nous, on considère que c'est en fait, c'est mon collègue Armand Hatchouet vous dirait que ce que je vous dis sur la résolution de problèmes n'est pas vrai. Pour lui, il y a une différence fondamentale entre la résolution de problèmes et des situations de conception. C'est que la résolution de problèmes, en fait, vous avez un ensemble de solutions qui existent et vous devez choisir entre ces solutions pour pouvoir atteindre l'objectif, alors que la conception, en fait, ces solutions, elles n'existent pas. Vous êtes sur une situation d'un indécidable, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que c'est. Si, je ne sais pas moi, si je vous dis un téléphone heureux, j'ai ajouté un attribut de bonheur à un téléphone, mais vous ne savez absolument pas ce que c'est. Il va falloir, vous n'avez pas à choisir un téléphone parmi sur ce critère-là, c'est pas possible. Vous allez devoir concevoir effectivement ces choses-là. Aller au cinéma, vous voyez, c'est quelque chose qui, bon, alors en ce moment c'est très compliqué, mais aller au cinéma sur Paris, vous avez beaucoup de choix, mais vous avez un ensemble en fait de possibilités qui reste limité. C'est-à-dire que vous allez devoir déterminer quel film vous allez voir. La conception, c'est un petit peu différent. La conception, c'est le problème lui-même, en fait, est à définir et à diverger aussi et à explorer. Donc, je pense que intégrer ces éléments-là de la conception, c'est intéressant parce que, en fait, à l'école, on ne fait jamais ça. C'est-à-dire qu'à l'école, on leur apprend à résoudre des problèmes. On leur apprend à ce qu'il y a des solutions à chacun des problèmes et on leur apprend des solutions, des étapes pour résoudre le problème, mais on ne leur apprend jamais à jouer avec le problème et à imaginer qu'un problème puisse être ambigu, incertain et qu'on puisse explorer même la signification même des problèmes. Je pense que si on intègre la conception là-dessus, au départ, ils vont faire la même tête en fait que les ingénieurs lorsqu'on leur en parle. C'est-à-dire que vous prenez un ingénieur, par exemple, vous leur demandez la poste, les boîtes aux lettres. La boîte aux lettres, c'est génial. Vous prenez des objets comme ça un peu has-been, mais qui ont une fonction très précise. Vous donnez, définissez-moi ce qu'est une boîte aux lettres. Alors nous,